pas le coup. Il est énorme. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Aujourd'hui on part sur une planète aride, mais ô combien importante, une planète source unique du bien le plus précieux dans l'univers, l'épice. Allez c'est parti! Et ce jeu, c'est Dune Imperium de l'auteur Paul Denham, édité en 2020 chez Direwolf et localisé en 2021 chez Lucky Duck Games pour sa VF. Dans Dune Imperium, vous incarnez un dirigeant de l'une des grandes maisons du Landsraad et vous allez devenir une puissance militaire capable de déployer vos troupes pour le contrôle d'Arrakis, tout en acquérant de l'influence des 4 factions politiques représentées dans le jeu. L'Empereur, la Guilde Spatiale, l'Ordre du Bene Gesserit et bien sûr les Freemen. Il s'agit d'un jeu à course de points de victoire qui vous demandera une excellente vision stratégique ainsi qu'une bonne gestion de votre développement, le tout sans oublier de surveiller vos adversaires. Allez, on va voir tout ça ensemble. Et voici la table de Dune Imperium en configuration pour 3 personnes. On y trouve le plateau principal qui représente la planète Arrakis avec ses grandes cités, ses territoires d'épices, ainsi que sur les côtés, les emplacements des 4 factions, du Conseil du Landsraad, avec son Pure Manta, et de la Chaume. Les 4 jetons Alliance sont positionnés sur les zones des pistes d'influence, marquées du symbole de leur faction. Le deck conflit est constitué de 10 cartes, avec une carte conflit positionnée au-dessus, puis 5 cartes de niveau 2, et enfin les 4 cartes de niveau 3. Le paquet est positionné ici. Le deck Intrigue est mélangé, ainsi que le deck Imperium, avec 5 cartes qui sont piochées et alignées ici. Les cartes réserves sont placées en 3 piles, une pile contact d'Arrakis, une pile l'épice doit couler, et une pile l'espace plissé. Chaque personne prend un dirigeant au choix ou au hasard. Les dirigeants disposent d'1 à 3 icônes après leur nom. Et ceux ayant davantage d'icônes, comme par exemple Duc Leto Atreides, avec 2 icônes, ou Elena Richez avec 2 icônes, sont stratégiquement plus complexes. Pour votre première partie, il est conseillé de choisir un des 4 leaders avec juste une icône. Ici Paul Atreides, le comte Memno Torvald et Glossu, la bête Rabanne. Ceci dit, rien ne vous empêche de prendre un leader plus complexe à jouer. C'est d'ailleurs un bon moyen d'équilibrer une partie en fonction de votre niveau d'expertise du jeu. Chaque dirigeant a son deck de départ, constitué de 10 cartes qui ont été mélangées et placées ici. Chaque dirigeant récupère son matériel au départ, ainsi qu'un jeton d'eau. Le 3e agent de chaque dirigeant est placé sur la case maître d'armes. Un cube est positionné sur la case la plus basse de la piste d'influence de chacune des 4 factions. Chaque dirigeant commence la partie avec 3 cubes de troupes dans sa garnison. Un disque de chaque dirigeant est placé sur la piste de score, au niveau 0, sauf dans une partie à 4 où il est placé sur le niveau 1, comme indiqué ici. Et enfin, un dirigeant au hasard reçoit le jeton premier pour démarrer la partie. Ici, ce sera Paul Atreides. Et comme d'habitude, voici quelques points de règle importants à ne pas oublier. Chaque manche débute par la révélation d'une nouvelle carte conflit. La carte est ensuite positionnée ici. Chaque dirigeant pioche ensuite 5 cartes de son deck. À votre tour, vous devez faire un tour agent ou un tour révélation. Notez bien que les tours agents sont facultatifs. Si vous le désirez, vous pouvez faire un tour révélation alors que vous avez toujours des agents, plutôt que de réaliser un tour agent. Pendant un tour agent, vous jouez une carte de votre main devant vous, face visible, par exemple ici. Et vous l'utilisez pour envoyer un agent jusqu'à un emplacement inoccupé du plateau, indiqué par une icône agent de votre carte. Par exemple ici, en jouant la carte Dune, la planète des sables, que je dépose ici, Paul Atreides envoie un agent, soit sur le bassin impérial, soit sur le bassin de Haga. En effet, la grande étendue n'est pas possible, car il faut 2 jetons d'eau. Ce sera le bassin de Haga. Selon l'emplacement choisi, vous devez payer un coût, ici un jeton d'eau. Et attention, l'emplacement du siège Tabre possède une condition unique. Vous devez posséder au moins 2 influences sur les Freemen pour y en envoyer un agent. Et ici, l'agent de Paul lui permet de récupérer 2 épices. Certains emplacements contiennent un marqueur de contrôle.
En effet, certaines cartes conflits font gagner un marqueur contrôle sur un de ces 3 emplacements. Dans ce cas, vous positionnez votre marqueur contrôle et vous recevez le bonus indiqué à chaque fois qu'un dirigeant vous inclut y envoie un agent. De plus, lorsqu'une carte conflit est révélée pour un emplacement que vous contrôlez déjà, le bassin impérial, ici, vous recevez un bonus défensif. Vous pouvez déployer une troupe de votre réserve directement sur le conflit. Lorsque vous envoyez un agent sur un emplacement de combat, comme ici, avec les 2 épées, vous pouvez déployer tout ou partie des troupes recrutées ce tour-ci grâce à l'emplacement du plateau et à la carte jouée. Par exemple, avec un agent envoyé ici, permet de récupérer un jeton d'eau et de recruter une troupe. Cette troupe peut être directement déployée dans la zone de conflit, ainsi que 2 troupes supplémentaires de la garnison. Dans le cas de cette action dans le bassin de Haga, il n'y a pas de troupes supplémentaires recrutées, il est donc seulement possible de déployer 2 troupes dans la zone de conflit à partir de la garnison. Lorsque vous gagnez ou perdez un point de victoire, montez ou descendez votre marqueur score d'un cran sur la piste. Par exemple, si vous atteignez 2 influences sur une faction, vous gagnez un point de victoire. Par contre, si vous retombez en dessous de ces 2 influences, vous perdez ce point de victoire. Lorsque vous atteignez 4 influences, vous remportez le bonus représenté sur la case, ici. Mais si vous retombez en dessous de 4, vous ne rendez pas ce bonus, bien sûr. De plus, vous obtenez également une alliance avec cette faction. Prenez le jeton alliance et placez-le sur votre dirigeant et gagnez bien sûr le point de victoire indiqué ici. Attention, si jamais un adversaire vous dépasse et atteint une case située au-dessus sur la piste, vous devez lui donner le jeton alliance et vous perdez le point de victoire. Et dans le cas où vous gagnez 2 influences d'un coup grâce à une carte, vous ne pouvez pas choisir 2 factions différentes. Concernant les cartes intrigues, vous pouvez jouer une carte intrigue de type complot à tout moment durant l'un de vos tours agent ou révélation. Mais vous ne pouvez jouer une carte intrigue combat qu'au cours d'un combat et une carte intrigue fin de partie qu'à la fin de la partie. Lors de votre tour révélation, placez toutes les cartes en main devant vous et à part des cartes jouées lors de vos tours agents précédents. Vous bénéficiez uniquement des effets sur les cartes apparaissant dans la zone révélation. Par contre, les cartes que vous jouez lors de vos tours agents et celles révélées lors de votre tour révélation restent face visible et sont considérées comme en jeu, jusqu'à ce que vous nettoyiez vos cartes à la fin de votre tour révélation. Cela a son importance, notamment pour les effets des cartes Bene Gesserit ou pour le lien Freeman qui demande 2 cartes Freeman pour s'activer. Vous pouvez ensuite utiliser la persuasion obtenue pendant cette manche afin d'acquérir de nouvelles cartes pour votre deck. Et ceci avant, entre ou après vos effets de révélation. Ici, avec ces 4 points de persuasion, Paul peut commencer par acheter la carte Contrebandier d'épices qui coûte 2. La carte est immédiatement mise dans sa défausse et on retourne une carte sur la rangée Imperium. Et comme il lui reste 2 points d'acquisition, il peut acheter la voie pour 2 ou bien acheter le contact d'Arrakis pour 2. Dans son cas, ce sera la voie. On replace une 5e carte dans la rangée et comme on peut le voir, certaines cartes ont une zone d'acquisition spéciale, représentée sous leur coût. Vous bénéficiez de cet effet une fois au moment où vous faites l'acquisition de la carte. Ici, un jeton d'eau. Ensuite, totalisez votre force pour le combat de cette manche. Chaque troupe que vous possédez dans le conflit vaut 2 points de force. Et bien sûr, les troupes de votre garnison et de votre réserve ne comptent pas. Chaque épée révélée au cours de votre tour révélation vaut 1 point de force. Et vous devez avoir au moins une troupe dans le conflit pour avoir des points de force. Ici, Paul a donc 4 points de force de ces 2 troupes et 1 point de force de cette carte pour un total de 5. Son marqueur de combat est placé sur la case 5. Enfin, retirez toutes les cartes posées devant vous, celles de votre tour agent et celles de votre révélation, et vous les placez dans votre défausse. Une fois que chaque dirigeant a réalisé son tour révélation, on passe à la phase combat. Les dirigeants ayant au moins une troupe dans le conflit, ici Paul et la bête Rabanne, peuvent jouer n'importe quel nombre de cartes intrigues combat ou passer. Avoir déjà passé au cours de cette phase de combat n'empêche pas de poser une carte combat quand son tour revient. Ici, Paul a une carte intrigue, mais décide de passer. Rabanne joue sa carte intrigue, qui lui fait gagner 3 points de force, pour un total donc de 7. C'est à Paul qui joue alors sa carte combat pour ajouter 4 forces, soit un total de 9. Les 2 cartes intrigues sont défaussées, et une fois que tous les dirigeants impliqués dans le combat ont successivement passé,
celui-ci est résolu. Le dirigeant ayant le plus de force remporte le conflit et gagne la récompense la plus élevée de la carte conflit. Ici, Paul qui gagne 2 Solaris et une influence sur une des 4 factions au choix. Le dirigeant en deuxième position, ici Rabanne, gagne 3 Solaris, et dans une partie à 4 uniquement, le dirigeant en troisième position remporte la troisième récompense. Mais attention, un dirigeant ayant 0 en force ne peut pas prendre part à cette phase et ne reçoit donc aucune récompense. Et une fois toutes les récompenses attribuées, chaque dirigeant prend ses troupes du conflit et les place dans sa réserve, et non pas dans sa garnison. On passe ensuite à la phase 4, faiseur. N'oubliez pas de placer un épice sur les emplacements indiqués ici, mais à condition qu'il n'y ait pas d'agent. Dans ce cas, un épice seulement sur la grande étendue. À la phase 5, rappel, s'il n'y a pas de vainqueur, préparez la manche suivante. Replacez le manta sur son emplacement dédié au lance-rad. Replacez les agents sur leurs dirigeants respectifs. Passez le marqueur premier au dirigeant suivant dans le sens horaire, ici, puis débutez une nouvelle manche. La partie prend fin si le deck conflit est vide ou si un dirigeant a atteint ou dépassé les 10 points de victoire à la fin d'une manche. Sachez d'ailleurs que la limite de 12 points peut être dépassée, mais c'est assez rare. Et c'est bien sûr le dirigeant qui a le plus de points de victoire qui gagne la partie. En cas d'égalité, la victoire va dans l'ordre au dirigeant, à égalité, qui possède le plus d'épices, puis de Solari, puis de jetons d'eau, ou enfin de troupes garnison. Pour terminer sur ces quelques points de règle, je vous rappelle que, comme dans tout deck building, en cas de contradiction, l'effet d'une carte prime toujours sur les règles du jeu. Et un dernier mot avec la capacité de Rabanne, brutalité. Elle fonctionne même s'il n'a pas d'alliance, mais dans ce cas, il ne prend qu'une seule troupe. Avant de commencer la partie, regardez bien vos 2 capacités de dirigeant. Elles vous seront très utiles au début et pendant la partie. Par exemple ici avec Rabanne, qui commence avec un épice et un Solari. Et Paul avec la préscience, qui lui permet de regarder la carte du dessus de son deck à tout moment. Regardez également les 5 cartes de la rangée Imperium, surtout si c'est vous qui commencez la partie. Faites fonctionner votre deck du mieux possible, notamment en créant une bonne synergie entre les cartes acquises et les capacités de votre dirigeant. Concentrez-vous sur une ou 2 factions correspondant à vos cartes acquises pendant la partie. Par contre, en fin de partie, essayez de récupérer au moins un point de victoire sur chaque faction. Les conflits sont source de ressources et de points de victoire, surtout à partir des cartes conflits 2 et 3. Tentez d'en gagner au minimum 2 dans la partie. Les cartes intrigues peuvent vous permettre de surprendre vos adversaires, surtout dans les combats. Ne les négligez pas. Comme vous vous en rendrez compte, il y a de nombreuses stratégies différentes selon votre leader choisi. D'ailleurs, je vous propose de faire une vidéo sur chacun d'eux. Et pour ce jeu, je vous propose de parler de thématique, c'est-à-dire comment le thème a été abordé et incorporé dans les mécanismes du jeu. Ici, on peut voir que les emplacements du plateau forment un tout très cohérent en rapport au roman. Regardez par exemple les emplacements sur Arrakis. Ils sont tous de type combat. Idem pour les emplacements distil et guerrier endurci des Freemen, ainsi que pour l'emplacement long courrier de la guide spatiale, qui permet de transporter des troupes sur la planète. Logique, non? De même, les emplacements bassin de Haga et la grande étendue demandent de l'eau pour récolter de l'épice, car ils sont dans la région la plus aride et désertique de la planète. À côté du plateau, on trouve les emplacements des 4 factions, là aussi avec des actions bien retranscrites. Par exemple avec l'emplacement espace plissé de la guilde spatiale, qui permet d'acquérir une carte du même nom de la réserve et qui vous donnera accès à n'importe quel lieu du plateau. De même pour le conseil du Landsrad et de la Chaume, avec le gain de différents avantages pour le premier et de Solaris pour le second. Comme on peut le voir, tout a un sens. L'iconographie est très claire et suffisamment épurée pour ne pas avoir de surcharge d'informations, que ce soit sur le plateau ou sur les cartes qui se comprennent assez facilement. Il y a beaucoup d'interactions pendant la partie, que ce soit sur les actions du plateau, mais aussi sur les conflits. Et puis le système des pertes en combat rappelle la mécanique du premier Dune d'Avalon. Y aurait-il un clin d'œil à cet ancien jeu ? Côté configuration, le jeu fonctionne bien de 1 à 4 personnes, mais je préfère y jouer à 3 ou à 4 pour le côté interaction.
A noter que la version solo et à 2 demande la gestion de dirigeants contrôlés par le jeu à travers un deck de cartes. Mais sachez qu'il existe une application officielle du jeu qui contient une aide pour gérer ce type de partie. Vous pourrez également y choisir le niveau de difficulté de l'IA. De plus, elle introduit un mode de jeu supplémentaire, les éclaireurs d'Arakin, qui vient modifier chaque partie avec des événements ou missions supplémentaires afin d'ajouter encore plus de rejouabilité au jeu. Voilà, ce que j'apprécie dans Dune Imperium, c'est ce mélange intelligent des mécanismes de deck building et de placement d'ouvriers. J'apprécie également les dirigeants tous différents, rendant le jeu asymétrique dès le départ, le tout dans un univers très bien retranscrit. L'auteur, Paul Dennan, n'est autre que le père de Clank, ce qui explique la qualité du jeu, tout en ayant de nombreuses différences, une profondeur stratégique bien plus importante, ainsi qu'un gros effort de thématisation sur les actions des cartes et de chaque emplacement du plateau. Et puis le jeu vous demandera plusieurs parties pour en découvrir toutes les subtilités. Côté VF, on peut lire quelques commentaires indiquant que des coquilles existent sur la traduction des cartes. Je vous rassure, il n'y a rien de bien méchant, et cela n'affecte en rien leur capacité. En plus, il y a même eu une correction apportée par rapport à une carte de la VO. Comme quoi. Et je vous mets un lien vers la FAQ en descriptif de la vidéo. Sachez qu'il existe également une version de luxe, avec des figurines remplaçant les cubes des troupes, les pions des agents, les jetons factions, etc. Enfin, au vu du succès du jeu, une extension est déjà en préparation, peut-être pour début 2022. Pour finir, sachez qu'il est prévu une trilogie de jeux basés sur la prochaine adaptation cinématographique de Dune. La première de la série s'appellera Dune House Secrets, et vous serez membre d'une équipe basée sur Arrakis qui doit accomplir diverses missions et aventures pour réussir. House Secrets devrait être édité au cours du 4e trimestre de cette année par Portal Games, la société qui a édité le jeu détective. Et rappelez-vous, celui qui contrôle les pistes contrôle l'univers. Et à bientôt sur ce conseil.